Bonjour à tous. Écoutez, ravi de vous avoir parmi nous. On va du coup démarrer ces 45 minutes. Aujourd'hui, on va parler de Dark Kitchen, un concept qui affole un peu la food tech depuis plusieurs mois, voire années. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous trois experts de la food tech, chacun sur une verticale bien particulière. Aujourd'hui, donc j'ai Jean Balfort, fondateur de Dark Kitchen. Tu vas pouvoir te présenter juste après, Jean. J'ai Edouard aussi, Ozgi de Emblem et Light Kitchen, qui vient aussi aujourd'hui représenter Light Kitchen, dont tu vas pouvoir nous parler. Et j'ai Geoffrey Cuberos, fondateur de Tasty Cloud, qui va également se présenter. Ravi de vous avoir tous les trois. Avant de démarrer et de vous donner la parole, l'idée c'est juste de vous expliquer un peu décortiquer ensemble ce qui se cache derrière le concept des Dark Kitchen, qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde. De vous expliquer un peu voilà les avantages de ce modèle, comment il évolue ces derniers mois aussi, comment éventuellement le mettre en œuvre pour ceux que ça pourrait intéresser, et aussi décrypter et expliquer un peu quelles tendances, quelles projections on pourrait déjà envisager sur 2021. Voilà. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer, messieurs. Jean, déjà, tu peux peut-être te faire une petite présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, alors moi je suis le fondateur du groupe Panorama. Le groupe Panorama à la base c'est un groupe qui fait des restaurants traditionnels. On a commencé sur le sujet entre 2013 et 2014 et on a fait partie des 3 premiers restaurants disponibles sur la plateforme Uber Eats à Paris. Je crois que c'était aux alentours de 2015, au tout début de la folie du delivery. Et assez vite, on s'est rendu compte en fait de la problématique de faire de la livraison depuis nos restaurants traditionnels. On avait beaucoup de demandes, mais pour nous, il était assez incompatible de satisfaire les clients dans la salle et les clients chez eux. Donc, on s'est dit qu'on allait se lancer sur un nouveau business qui était celui des Dark Kitchen. Donc, qui était vraiment tout débutant en 2018, même si il avait déjà quand même pas mal démarré dans d'autres pays. On sait que la France est malheureusement un peu en retard sur ces sujets de façon générale. En avril 2018, on a ouvert notre première Dark Kitchen, qui est en fait un restaurant sans place assise, mais avec une cuisine professionnelle et des équipes qui travaillent dedans. Et aujourd'hui, on a 6 Dark Kitchen en France, à Paris, à Bordeaux, à Nice. Donc on a vraiment cette double casquette, restauration traditionnelle avec des restaurants traditionnels à Paris et à Nice, et Dark Kitchen spécialisé livraison. Super, merci Jean, hyper clair. On va reparler d'ailleurs de cette double casquette que les restaurateurs peuvent avoir aujourd'hui, c'est intéressant. Je vais passer la parole à Edouard, si tu peux te présenter et peut-être nous donner un mot aussi sur Light Kitchen. Ouais, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Moi j'ai fondé Emblem il y a maintenant 5 ans, bientôt 6 ans. On développe les réseaux sociaux des restaurants en France et sur Instagram et Facebook. On a récemment créé Light Kitchen justement pour permettre à toutes les enseignes de livraison et professionnels qui recherchent une cuisine de pouvoir avoir accès à des cuisines sur une offre flexible. C'est-à-dire qu'en fait on permet aux acteurs du CHR de mettre à disposition une partie ou la totalité de leur cuisine quand ils s'en servent pas, à des enseignes qui en ont besoin. Ça va du petit traiteur à des grosses enseignes de livraison. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on est lancé. On a un peu plus de 300 cuisines disponibles avec une quarantaine de cuisines déjà utilisées. Et donc voilà, on permet à des enseignes de livraison justement d'avoir la flexibilité de pouvoir tester des villes, tester des quartiers et pouvoir se lancer sans investir des montants qu'on voit dans la restauration classique. Ouais, donc on est complètement sur un concept qui est adapté sur la problématique Dark Kitchen pour le coup. Geoffrey, du coup, si pareil, je peux te demander de te présenter. Avec plaisir. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Donc moi je m'appelle Geoffrey et je suis le fondateur de Tasty Cloud. Et chez Tasty Cloud, on est créateur de menus digitalisés depuis 2017. Si vous voulez, pour donner un petit peu de contexte, on est 35 salariés passionnés de la food tech et aujourd'hui on travaille avec près de 1000 restaurants et hôtels et parfois commerçants partout en France. Initialement, Tasty Cloud, on s'est développé autour d'une solution in-store, donc à l'intérieur du restaurant, avec un menu sur tablette qui avait pour vocation de faciliter la gestion de la carte qui était modifiable, qui est modifiable depuis le téléphone en un clic, et de renouveler l'expérience de la consultation de la carte dans le but d'augmenter le ticket moyen et stimuler la consommation, notamment à travers des contenus enrichis de photos professionnelles, de traductions pour la clientèle étrangère
et un petit peu d'intelligence artificielle pour faire des recommandations entre produits et justement favoriser le parcours de consommation. Et puis forcément, c'est développé avec des produits complémentaires et notamment depuis 18 mois et cette dernière année, dans un contexte où potentiellement un restaurant sur 3 ne pourra pas continuer en 2021, où ces restaurants-là sont en situation de survie et ont besoin d'être accompagnés notamment sur des solutions digitales et notamment sur des solutions de vente à emporter qu'on appelle aussi de click and collect et de menu QR code. Et donc, notre mission chez TestiCloud, c'est d'accompagner et de former ces restaurants dans cette transition digitale qui, pour nous, en tout cas, quand on se lève le matin, nous semble plus que nécessaire de les accompagner et c'est notre mission. Merci Geoffrey. On reparlera sûrement du click and collect parce qu'il a également évidemment une place importante dans le business model des dark kitchen. Ce que je vous propose du coup pour redémarrer et mettre un peu de contexte, donc on va commencer avec la base. Jean, je vais te redonner la parole. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux redéfinir vraiment ce qu'est une dark kitchen et peut-être nous parler un peu du business model parce que à tort de croire que il est similaire à un restaurant classique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne une dark kitchen? Alors, une dark kitchen déjà, alors il y a plein de termes, hein. Il y a cold kitchen, dark kitchen. Dark kitchen, je précise, juste pour la blague, c'est une marque, hein, c'est nous qui l'avons déposée. Et c'était en 2018. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser le mot, il n'y a pas de problème. Donc, une dark kitchen, en fait, à la base, c'est un restaurant. Donc, c'est vraiment un restaurant, c'est un lieu de production de nourriture. Qui, contrairement à un restaurant traditionnel, n'a pas vocation à servir des clients sur place et va essentiellement se concentrer sur la livraison ou éventuellement le click and collect. Avec une particularité, c'est que dans une dark kitchen, qui est en fait la dénomination qu'on donne au lieu, vous allez pouvoir avoir plusieurs restaurants virtuels. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dark kitchen, c'est un lieu de production, c'est une forme de laboratoire. Et ce lieu de production est en capacité de produire différentes typologies de food qui sont matérialisées par un restaurant virtuel. Et qu'est-ce qu'un restaurant virtuel? En fait, c'est ce que vous voyez, vous, quand vous ouvrez votre application type Uber Eats, Deliveroo, apparaître en tant que restaurant. Donc, nous, typiquement, dans nos dark kitchen, on a 5 marques aujourd'hui, donc 5 restaurants virtuels qui apparaîtront comme des restaurants différenciés sur les plateformes, mais qui sont produits au même endroit, dans la même cuisine, par les mêmes équipes. Donc nous, on achète des lieux. Alors il y a le modèle qui est proposé aujourd'hui par Edouard qui est aussi différent et qui permet à des gens de s'installer facilement. L'idée, c'est d'avoir un outil de production qui nous permet ensuite, avec nos équipes, notre matériel, de proposer plusieurs restaurants depuis un seul et même endroit. L'intérêt principal de ça, c'est que, bien sûr, on peut augmenter le nombre de restaurants au sein d'un seul restaurant. Et puis c'est aussi que quand les restaurants sont fermés, et c'est pour ça notamment qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, on a le droit de rester ouvert et de faire de la livraison à domicile. Sachant que nous, on croit pas mal à cet essor de la restauration livrée, et on pense qu'il va y avoir vraiment une grosse accélération sur le sujet, que d'un côté, on continuera à aller au restaurant pour voir ses amis, mais de l'autre, on se fera de plus en plus livrer pour ne plus avoir à cuisiner. Oui, ça c'est certain et c'est déjà ce qu'on remarque ces derniers mois sur la capacité, en tout cas l'envie des gens de passer par ce biais, la livraison notamment, ou le click and collect d'ailleurs. Et alors il y a différents types de dark kitchen, parce que donc j'en ai un peu parlé donc avec ce que toi tu as chez Dark Kitchen, mais il y a aussi des dark kitchen qui peuvent être présentés sur rue directement et qui peuvent éventuellement avoir un comptoir de collecte. Geoffrey, est-ce que peut-être tu peux nous aiguiller là-dessus? Je sais que tu as travaillé aussi sur ces problématiques. Quels différents types de dark kitchen peuvent exister? C'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a le modèle initial, mais je pense qu'à l'instar d'un restaurant, finalement, le modèle il est extensible en fonction du risque qu'on souhaite prendre ou des canaux de distribution qui sont souhaités. Et en prenant juste un exemple simple, par exemple, qui est celui de la vente à emporter, forcément déjà, ça change un petit peu le modèle de la dark kitchen qu'on imagine en sous-sol, dans une cuisine partagée ou autre. Et ça demande de repenser le modèle, ça demande de penser à une localisation, à un local qui donne pignon sur rue, et de faire évoluer le concept. Tant sur du coup la visibilité et le marketing que ça pourra avoir en impact, que finalement presque sur le coût du business model. Donc finalement,
si quelqu'un souhaite se lancer dans une dark kitchen, bah comme tout modèle économique, le business plan il doit être réfléchi et finalement aussi en prévision de se différencier de ce qui peut exister sur le marché, puisque j'imagine que Jean et Edouard le diront un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un marché qui est aussi très concurrentiel et de ce fait, ça nécessite de se poser les bonnes questions au départ. Du coup, Edouard, sur Live Kitchen, vous avez accompagné pas mal de restaurateurs dans ces projets-là ces 6 derniers mois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu voilà, à quelle problématique tu as répondu et comment la solution Live Kitchen permet justement de démarrer sa Dark Kitchen et sous quel format? Parce que du coup, c'est légèrement différent que ce que propose Jean pour le coup. Ouais, alors en gros, l'idée de Live Kitchen, c'est avoir de la flexibilité. En gros, l'idée, c'est de pouvoir tester un quartier, s'installer temporairement ou sur du plus long terme. Et ça permet aux CHR de mettre à disposition leurs espaces. Donc en fait, par exemple, on a installé Big Fernand à Pantin dans un labo de traiteur qui était inutilisé ou sous-utilisé. Donc du coup, en fait, on permet de sortir du modèle immobilier, on va dire parcours immobilier classique, où tu dois déposer 30% en commission annuelle, où tu dois déposer un gros dépôt de garantie, où en gros, avant d'avoir cuit ton premier steak, tu as déjà sorti 15 ou 20 000 euros. Nous, en moyenne, on est entre 2 et 5 000 euros pour s'installer dans une cuisine. Les cuisines sont déjà équipées. C'est des cuisines qui sont prêtes à être utilisées. Et donc, ça réduit encore plus les charges en front que tu dois dépenser quand tu arrives dans une cuisine. Et puis, ça sort du bail 369, un peu à l'époque comme on sortait du bureau pour aller en coworking. Donc, nous, on croit beaucoup à la cuisine partagée et à la meilleure utilisation des cuisines qui sont aujourd'hui sous-utilisées, parce que tu as des cuisines de la resto collectif qui sont pas utilisées, tu as des cuisines de traiteurs qui sont pas utilisées tout le temps parce que leur activité a des hauts et des bas. Donc en fait, ça permet à la fois à ces acteurs-là de diminuer leurs charges, parce que ça reste un labo, ça reste une charge mensuelle qui tombe tous les mois, alors que tu as une activité qui est incertaine. Et donc du coup, ça permet d'un côté de soutenir les restaurateurs, les hôteliers. On a aussi pas mal de cuisines dans les hôtels qui sont pas utilisées après 10h30, 11h, et qui sont dans des super quartiers des centres-villes, là où souhaitent être généralement les dark kitchens. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir une offre encore plus flexible et ça permet à encore plus de monde de pouvoir se lancer sans avoir un gros apport à dépenser dès le début. Alors ça permet à des gens de se dire j'ai essayé dans ce quartier-là, mon offre elle ne marche pas, ils vont adapter une autre offre ou ils vont aller essayer un autre quartier. Donc ça permet vraiment et puis ça permet aussi aux traiteurs typiquement de prendre des cuisines de temps en temps quand ils en ont besoin. Par exemple, j'ai un traiteur qui fait la food pour l'équipe du 92, lui, il prend une cuisine 3 jours par semaine dans les cuisines du groupe Compass. Donc, au-delà des dark kitchens, ça aide aussi l'ensemble des acteurs qui ont besoin de cuisine. C'est vrai que les dark kitchens, par exemple, j'ai placé un créateur d'une dark kitchen, là, d'une marque de burger, qui va dans le labo d'un traiteur qui s'appelle Maison Lacaille et qui avait une charge mensuelle qui devait payer tous les mois alors qu'il n'a pas de revenus, que ça fait plusieurs années que c'est difficile à Paris dans l'événementiel avec tout ce qui s'est passé entre les gilets jaunes, les attentats, etc. Et typiquement, pour lui, c'était un vrai bénéfice de pouvoir mettre à dispo sa cuisine sur la plateforme. Ok, hyper intéressant. Du coup, pour revenir un peu sur tout ce qui a été dit, Jean, aujourd'hui chez Dark Kitchen, vous avez donc 5 ou 6 établissements, je crois, hein, c'est ce que tu disais, 6 établissements à date actifs. Qui sont si tu peux nous réexpliquer un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez quoi, 5 restaurants qui sont localisés en Île-de-France, c'est ça? Ou non, tu es sur Bordeaux et l'Île-de-France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le détail de tous ces restaurants? En fait, on a donc il faut bien différencier la dark kitchen qui est en fait le lieu, ouais, et le restaurant virtuel qui est la marque que tu vas, ouais, fabriquer dans ton lieu. Donc il faut vraiment comprendre ça. Parce qu'en fait, une dark kitchen, son principe, c'est qu'elle va livrer dans une zone qui représente à peu près 3 km de diamètre autour de la cuisine. Ce
qui veut dire qu'il faut en fait multiplier les localisations pour pouvoir augmenter la zone de chalandise ou en tout cas la zone d'accessibilité de tes marques. Donc nous, aujourd'hui, on a des dark kitchen dans Paris et en proche banlieue. Donc on a dans le 15e, dans le 17e, à Courbevoie. On s'est aussi installé à Bordeaux et on s'est aussi installé à Nice très récemment parce qu'on a un restaurant, un gros restaurant traditionnel qu'on a ouvert cette année à Nice et qui malheureusement est fermé. Donc on s'est dit il faut qu'on teste la ville. Et donc on a utilisé un peu sur un modèle à la Light Kitchen. Du coup, en fait, on a utilisé l'actif, à savoir la cuisine, pour pouvoir faire tester la zone en delivery. Et donc, dans ces lieux, on met des marques. Nous, en l'occurrence, on en a 5 et chacune de ces cuisines propose les 5 marques. Et chacune de ces marques est disponible sur au moins 2 plateformes, en l'occurrence Uber Eats et Deliveroo. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque kitchen, on a 10 restaurants. On a 5 restaurants virtuels sur 2 plateformes, donc ça en fait 10. Et que comme on a en fait 6 locations, c'est comme si on avait 60 restaurants. Vous comprenez le principe? Ouais. Et donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est uniquement disponible sur les plateformes Uber Eats, Deliveroo. Les clients commandent. Je vois une question, c'est prometteur à Nice, vous n'avez pas assez de recul. C'est très prometteur. Et ce qui est intéressant à voir, c'est pour ça qu'on avait ouvert d'ailleurs à Bordeaux. On s'était sorti de Paris. On voulait savoir si c'était un parisianisme, le delivery, si c'était quelque chose vraiment typiquement parisien. Pas du tout. La réalité, c'est que dans ces villes de province, on se rend compte que ça marche vraiment au moins aussi bien qu'à Paris. Et donc, en fait, les clients vont voir nos restaurants apparaître sur leur smartphone. Ils vont passer la commande. Nous, on va la recevoir dans notre restaurant. On va produire la nourriture. On va la donner à un coursier qui va la chercher, qui va la livrer au client. Et donc le client en fait aura payé la plateforme et nous la plateforme va nous reverser notre part d'argent moins ses fees à la fin de la semaine. Ok. C'est comme ça que ça marche. Ok, hyper intéressant. Et du coup, je rebondis sur une autre question qu'on me pose là dans la foulée. On va avancer sur la deuxième partie du live qui va être les avantages et les limites de ce modèle. On peut commencer par les limites à la limite. Du coup, Nathalie qui me pose la question, avec les 30% des plateformes, est-ce que c'est rentable? Jean, j'ai envie de te redonner la parole parce qu'évidemment, quand on pense au Dark Kitchen, on parle beaucoup des plateformes de delivery. Et évidemment, et c'est ce que tu présentes aussi, le business model est fondé autour de ces marketplaces. Voilà, comment assurer son business model quand on est un peu dépendant de ces agrégateurs et oui, et aussi comment ça marche. Est-ce que ça fonctionne bien avec ces 30% de commission? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, la rentabilité et la dépendance sont 2 questions distinctes. Donc, je vais commencer par la rentabilité. Ouais. Tiens, ça, c'est une photo de Farago. Ouais, je te l'ai prise, ouais. Dédicace. Alors, il est clair que le business de la Dark Kitchen est un modèle assez tendu en termes de rentabilité. Et il faut être particulièrement vigilant sur ses coûts pour gagner de l'argent. Parce que c'est un modèle un petit peu inspiré de la restauration rapide. Et que la restauration rapide n'est pas particulièrement un business où on fait des énormes marges. Après, il y a une vraie différence, je pense, entre l'exploitant de Dark Kitchen qui a une Dark Kitchen qui est dans sa Dark Kitchen et qui la fait tourner tout seul, qui peut en tirer une profitabilité parce qu'en fait, certes, on donne, alors ça dépend, c'est pas toujours 30%, mais on donne environ 30% du chiffre d'affaires à la plateforme, mais aussi on n'a pas de personnel en salle. On paye des loyers plus faibles et on a moins de charges fixes de façon générale. Donc, all in all, ça se rattrape un peu. C'est très différent d'un modèle plus, scalé et donc avec plusieurs établissements où là, en fait, du coup, ta masse salariale va potentiellement devenir plus importante parce que t'es pas sur place et que c'est pas toi qui fais les ventes. Donc, bien évidemment, c'est un modèle qui marche sur le papier. Sinon, on s'y intéresserait pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un modèle qui est pas évident à faire tourner et il faut être vraiment particulièrement à cheval sur les coûts et il faut pas se dire c'est le nirvana, ça y est, on débarque dans un modèle où on va être plein de fric tout de suite et très facilement. C'est assez compliqué. Ouais, c'est intéressant. Du coup, j'ai une autre question. On va faire un petit tour là parce que le chat s'affole un peu. Quelle part la communication représente dans le business model des Dark Kitchen? Je vais peut-être poser la parole à Edouard. Edouard, sur cette partie communication, est-ce que selon toi, une Dark Kitchen a intérêt à communiquer de la même manière qu'un restaurant ou non? Et quelle est l'importance d'une communication pour ce type de restaurant?
En gros, dans les dark, l'avantage forcément, c'est que ça coûte moins cher que setup un restaurant. Le désavantage, c'est qu'en fait, du coup, tu peux pas créer l'émotion que tu as dans un restaurant. Donc en fait, le seul lien que tu as avec ton client, c'est soit les plateformes de livraison. Donc en gros, et encore, le lien est quand même restreint parce que t'as pas accès aux data, t'as pas accès, tu peux pas leur parler. Donc c'est simplement en gros ta boutique, comment elle est construite avec les photos, avec l'appellation de tes produits et le style que tu peux donner, et les branding que tu peux donner à ta marque. Hormis cette relation que tu as là avec le client sur ta carte, sur les plateformes, c'est les réseaux sociaux. Donc là, typiquement, c'est te construire une communauté où tu vas pouvoir échanger, tu vas pouvoir montrer vraiment l'univers de ta marque, tu vas pouvoir émettre sur des idées, sur des moments de consommation, vraiment montrer le produit et te focus produit à fond. Aujourd'hui, sur des marques de Dark Kitchen, c'est vraiment la food qui va marcher. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire du lifestyle, etc. Mais aujourd'hui, en fait, plus le message est précis et simple à donner à Instagram, plus sur le temps, on va commencer à avoir des performances qui vont monter et qui vont permettre vraiment de gagner en visibilité. Et en gros, les réseaux sociaux sont ta seule vitrine avec ton menu sur les plateformes par rapport à tes clients. Donc c'est le seul lien où tu vas pouvoir échanger. Tu vas pouvoir pousser tes clients à aller te suivre sur Insta via du packaging en disant bah voilà, venez nous suivre. Tu peux lancer des jeux concours pour récupérer un peu de data, tu peux faire plein de choses, mais en fait l'idée aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir se construire une communauté pour pouvoir avoir quand même un lien avec tes clients, parce qu'en fait le souci aujourd'hui c'est comme Booking et les hôtels, c'est que tu as quand même et encore les hôtels, les gens ils vont à leurs clients, mais tu as une grosse dépendance aux plateformes. Donc en fait, le seul moyen que tu as de diminuer un peu cette dépendance aux plateformes, c'est de se construire des réseaux sociaux et de se construire une communauté avec qui tu peux échanger, sur lesquels tu vas pouvoir promouvoir tes marques, promouvoir tes produits. Tu arrives dans un quartier, tu vas pouvoir faire de la sponsorisation dans ton quartier en disant voilà, retrouvez-nous sur Deliveroo ou Uber Eats. Pouvoir avoir des liens de redirection directement pour atterrir et générer du clic sur les plateformes. Donc, mais voilà, aujourd'hui, sur les Dark Kitchen, les réseaux sociaux sont l'unique canal avec les plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir avoir un vrai lien et vraiment connaître ta clientèle. Parce que le désavantage des Dark Kitchen, c'est malheureusement la data et la connaissance de ton client. Parce qu'à part le prénom sur une commande, évidemment. Et ça, Jean, vas-y. Ouais. Je pense que effectivement, on travaille ensemble avec Edouard, donc effectivement, on est aligné sur la logique. Il y a un deuxième élément important à prendre en considération, c'est que Uber Eats et Deliveroo fonctionnent comme une plateforme, fonctionnent un peu aussi comme Google. Comme on dit, ton référencement est hyper important. Sur Google, quand tu tapes une recherche, les sites qui sont en première page sont ceux qui sont de très très loin les plus visités par rapport à ceux qui sont derrière. Et sur une plateforme comme Deliveroo, Uber Eats, il y a un algorithme que personne ne connaît, que tout le monde essaye de craquer mais personne ne connaît, qui est très essentiellement lié à ton efficacité opérationnelle, la rapidité de livraison des clients, le faible temps d'attente des livreurs, la qualité des notes quand le produit est arrivé et que les notes sont notées, qui fait qu'en fait tu es plus ou moins haut dans l'algorithme. Et du coup, quand quelqu'un va taper burger, potentiellement tu vas arriver premier et donc potentiellement tu vas être celui qui va agréger le plus de commandes. Donc ça aussi, c'est un élément de communication fort. Ouais, complètement. Donc il y a une vraie nécessité d'avoir déjà de proposer un produit, une offre de qualité à tous les niveaux, ça c'est évident. Mais du coup, pour revenir sur cette idée de créer une communauté, parce que c'est vrai que on se demande parfois comment, mais après c'est peut-être pas forcément le but, mais comment tu arrives à fidéliser ta clientèle quand finalement ton restaurant n'existe que en ligne et quand en plus tu passes par des plateformes. Et justement, il y a Marc Alvarez qui a posé dans le chat une question que je trouve intéressante. Il dit: bonjour Jean, n'êtes-vous pas tenté de maîtriser le parcours client et la livraison sur une plateforme internet, sur votre propre plateforme internet? C'est intéressant, et ça, c'est des sujets. Je vais laisser Jean et Geoffrey peut-être en parler, mais Geoffrey, je sais qu'on a des clients qu'on accompagne aussi chez TestiCloud qui ont cette problématique-là. C'est intéressant cette histoire de fidélisation, parce que c'est pas parce que ton restaurant n'existe pas en physique que tu ne peux pas créer une communauté de clients. Ouais, c'est exact. Et si je peux me permettre, avant de rentrer sur ce point de la fidélisation, j'aimerais très rapidement revenir sur justement les quelques limites du modèle.
Déjà avant tout parce que moi, je suis un grand fan de la Dark Kitchen et c'est un modèle auquel je crois beaucoup. Et c'est justement parce que j'y crois que je m'intéresse un petit peu aux limites pour pouvoir imaginer demain des solutions plus simples ou des alternatives pour avancer en ce sens. Le premier, c'est que déjà forcément, il y a une forte concurrence sur ces plateformes, sur ces agrégateurs. Et j'ai envie de dire, depuis que les restaurants traditionnels se sont mis massivement à la vente à emporter ou click and collect, quelque part, cette concurrence, elle s'est presque encore augmentée. Ensuite, il y a le fait, j'ai vu dans le chat, on parlait de 30%. Effectivement, ça peut varier entre 20, 30, 35% en fonction des accords qu'on a avec les plateformes. Donc, dans tous les cas, ce sont des marges colossales qui s'envolent. Bien qu'il faut avoir conscience que ces plateformes-là apportent à la fois le client et à la fois le process logistique. Donc, il y a cette ultra dépendance qui est à considérer, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire avec le client, donc pas de base de données. Et c'est probablement une des limites les plus fortes qui doit être prise en considération. Une fois que c'est fait, après, justement, on peut avancer. Comment? Potentiellement, justement, en multipliant les canaux de distribution, même si ça représente un investissement. C'est drôle parce que je voulais m'essayer à tenter la comparaison avec Google et finalement, tu m'as devancé, Jean, puisqu'effectivement, les agrégateurs, c'est comme une marketplace. Et derrière, il y a une logique algorithmique. Et cette logique algorithmique, à l'instar de Google, elle peut aussi évoluer et elle peut aussi changer. Et quelque part, ça peut aussi avoir un impact sur le business sans que finalement, on ait demandé quoi que ce soit. Et j'ai envie de prendre un exemple très concret qui est une chaîne en Australie qui s'appelle, je crois, On Eat Burgers, qui a cartonné quand elle s'est lancée pendant longtemps. Et du jour au lendemain, le rayon géographique d'apparition du restaurant sur ces plateformes a été limité de 70% par Uber. Et du coup, le restaurant est devenu presque invisible. Le business, il a fermé et le gérant, il est resté avec 450 000 euros de dette. Évidemment, c'est un exemple et c'est pas du tout la majorité, mais ça montre que quelque part, cette ultra-dépendance, elle peut être très forte et qu'on n'a pas justement cette mainmise sur cette logique algorithmique. Aussi, si l'agrégateur il est au sein d'un scandale médiatique, et on sait qu'il y en a eu, ça peut forcément représenter une mauvaise pub d'une manière ou d'une autre pour les restaurants qui sont affiliés, voire avoir un potentiel impact. Donc, en somme, moi, ce que je considère, et ce n'est que de mon point de vue, l'agrégateur, c'est une énorme opportunité si on l'utilise bien. Il faut y aller, il faut travailler avec. Et quelque part, on parlait de fidélisation, et c'est là où je fais la transition. Réussir à avoir une stratégie qui permet de créer sa base de données, sa propre base de données client, pour maîtriser ses marges. Et ça passe, par exemple, de complémenter l'usage et la présence sur les agrégateurs avec son propre canal de distribution que peut représenter son site internet. Je pense que avoir les deux dans un modèle de Dark Kitchen peut être très prometteur quand on a conscience des limites des Uber ou des Deliveroo. Ouais. Et Jean, chez Dark Kitchen, est-ce que c'est des problématiques sur lesquelles vous travaillez actuellement? Alors, je suis d'accord avec tout ce que dit Geoffrey. Hein. C'est une évidence. Alors, en fait, moi, le truc, c'est que je vois pas ça comme un risque à court terme. Je vois ça comme un risque à long terme. Il faut bien se rendre compte que la logistique, c'est pour que je réponds à la question qui est celle de dire et pourquoi pas notre propre site web et machin. Ouais. Les mecs qui sont lancés dans le delivery en se disant je vais à la fois pouvoir faire de la food, qui est entre nous un sujet extrêmement complexe. C'est hyper compliqué de faire de la restauration. C'est un métier où tu as énormément de staff. Assurer la qualité de façon irréprochable sur la durée, c'est un challenge de tous les instants. Si en plus tu commences à te dire je vais gérer une flotte logistique, avant même d'avoir craqué le problème de la food, tu te tires une balle dans le pied immédiatement. C'est pour ça que nous on a dit le sujet du delivery, de food delivery, c'est quelque chose de très large, mais il faut l'attaquer par briques. Il faut commencer par un sujet, craquer ce sujet-là, en l'occurrence faire la food. Nous on est restaurateurs. Et peut-être demain, commencer à dire, OK, je vais m'intéresser un peu à la logistique. Et peut-être demain, dire, OK, je vais m'intéresser au fait de créer mon propre site web qui sera une plateforme qui va faire que les gens vont venir chez moi. Et peut-être que demain, voilà, vous avez compris le principe. Si, dès aujourd'hui, tu commences à te dire, je vais gérer les deux, franchement, tu finis en burn-out. Enfin, c'est mon avis. Donc, aujourd'hui, les plateformes, elles nous apportent un service et on paye pour ça. On paye un pourcentage de notre chiffre d'affaires pour à la fois les clients et la logistique. Et c'est très important de dire la logistique parce que on appelle tout le temps les plateformes des agrégateurs, mais c'est pas que des agrégateurs, les plateformes. Elles gèrent quand même les livreurs, quoi. Et ça a une vraie valeur.
Et il est clair que demain, le but, c'est de créer potentiellement une récurrence et une certaine notoriété de marque pour que les gens se disent, ben tiens, moi, j'aime les produits Dark Kitchen, j'aime bien commander chez eux, et peut-être que je vais passer par un autre canal, mais c'est quelque chose qui, à court terme, est selon moi pas envisageable. Et d'ailleurs, je réponds par la même occasion à une deuxième question qui est celle de dire, sans passer par les plateformes, et ben en fait, nous, en fait, on est ce qu'on appelle des DNVB, donc des Digital Native Virtual Brands. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'existence concrète en dehors d'Internet. Et du coup, notre visibilité ne se fait que grâce à Google, enfin, que grâce à comment dirais-je, à Uber Eats et Deliveroo. Donc, au début, tu es obligé de passer par ces plateformes parce que c'est elles qui agrègent la clientèle, c'est elles qui font de la pub à la télé, qui font que tu vas ouvrir Uber Eats et que tu vas découvrir ma marque. Et c'est sûr que demain, si moi j'ai les moyens de faire de la pub à la télé, je pourrais commencer à dire Dark Kitchen et potentiellement les gens viendront voir Dark Kitchen. Mais aujourd'hui, moi je suis personne et donc c'est impossible de me dire que si je crée un site darkkitchen.com, les gens vont venir sur mon site autant qu'ils iront sur Uber Eats. Du coup, il faut faire doucement parce que sinon tu te crames en coût d'acquisition client, tu te crames en gestion de problématiques opérationnelles. Au final, tu fermes le business et c'est ce qui est arrivé à énormément de mecs dans le delivery sur les 10 dernières années, y compris aux US. Les gars sont partis, ils ont levé des millions, ils ont géré tous les problèmes, ils se sont dit c'est bon, on est les champions, et au final, bah tu te crames. Et Jean, du coup, là, je vois un commentaire que je trouve très intéressant d'Arthur Maigre, qui est gérant, qui dit qu'il faut justement utiliser quelque part l'agrégateur en tant qu'apporteur d'affaires et qui est très utile, comme tu l'as dit, au lancement, et que potentiellement, il faut apprendre à en se donner sur le moyen long terme au profit d'un site e-commerce et d'une communication qui, certes, sera coûteuse, mais du coup réfléchie. Comment tu penses que c'est possible, Jean, de le faire? Et du coup, je pose aussi la question à Edouard. Une fois que justement on s'est lancé, effectivement, je suis persuadé qu'il faut utiliser ces plateformes-là pour se faire connaître, pour avoir ses clients. Et moi, ma question même qui m'intéresse et que on essaye, nous, à nos clients de transmettre les réponses, c'est comment on peut faire pour justement transformer et déplacer la clientèle Uber Eats qui devient fidèle finalement sur Uber Eats vers son propre canal de vente, où souvent les prix sont un peu moins chers parce qu'il y aura pas les marges, donc le client il gagne, et où finalement on pourra avoir une relation privilégiée avec ses clients. Comment ça peut se faire selon toi dans les étapes? Bah, moi, je vais très rapidement parler, après je donnerai la parole à Edouard, parce que je parle beaucoup, mais on est vraiment dans une logique de DNVB, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique une marque qui se crée via un canal de distribution un peu spécifique et qui crée une certaine légitimité de marque et qui petit à petit va la construire et potentiellement sortir après de la plateforme pour ensuite avoir son propre site web et pourquoi pas demain ouvrir son restaurant traditionnel. C'est vraiment cette logique-là à laquelle il faut s'intéresser et se dire, eh ben, aujourd'hui, je suis connu parce que opérationnellement parlant, je suis bon. Du coup, je suis tout en haut de la plateforme Uber Eats qui attire des dizaines de milliers de consommateurs et du coup, les mecs découvrent ma marque comme ça. Et la réalité, c'est que par contre, mon produit, à moi, c'est celui qui va chez le client. Donc demain, dans mon sac, je peux très bien lui dire, eh ben, écoute mec, pourquoi est-ce que tu viendrais pas sur mon site web et ça va te coûter 5 € moins cher. Et du coup, mais ça veut dire qu'il faut que je gère la logistique. Donc ça veut dire qu'entre-temps, il faut que j'ai passé les étapes de gestion nécessaires pour pouvoir potentiellement livrer à un mec en direct. Les actions qu'on conseille à nos restaurants traditionnels qui se sont lancés sur la vente à emporter et qui se sont lancés aussi sur les plateformes, de mettre ce fameux flyer dans les sacs pour pouvoir se rapatrier la clientèle. C'est une idée simple mais efficace. T'as des tas de possibilités à envisager, les réseaux sociaux et la légitimité de marque sur les réseaux sociaux qui vont faire que tu vas créer une autorité, que les mecs ils vont se dire ah bah tiens je vais commander machin, comme aujourd'hui tu dis j'ai envie de me faire un McDo, tu vois là McDo il y a pas de problème, McDo tu peux tu sais que tu vas te faire un McDo, c'est pour ça que tu te connectes sur la plateforme. Nous c'est pas parce que tu vas te faire un Saint Burger que tu te connectes sur la plateforme, c'est juste parce que tu t'es connecté sur la plateforme, t'as envie d'un burger, t'as vu que ma note est bonne. Et donc tu veux commander. Et donc c'est un truc par étape. Et il faut pas non plus considérer que la plateforme Uber Eats et Deliveroo sont uniquement des moyens d'acquisition clients et qu'après, une fois qu'on aura bien acquis nos clients, on va dégager de ça. Je pense que c'est juste un canal parmi d'autres et que forcément, comme toujours, il faut essayer de multiplier les canaux parce que ça diversifie ton risque et s'appuyer sur divers apporteurs d'affaires en fait. Ouais, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai réactivé la cam. Ok, super. Ok, merci beaucoup Jean. Parce que tu as ton micro qui est désactivé. Ouais. Et bien, je disais que c'est un peu le même cas de figure en fait. C'est toujours les restaurateurs
les gens en général ont toujours un problème de voir des Américains arriver et de se dire qu'ils vont agréger des demandes, créer une demande et du coup que on va être dépendant complètement de ces plateformes-là. On a le même problème avec Booking et les hôtels. On a vu Accor qui a dépensé des centaines de millions d'euros pour essayer de recréer ce lien direct entre le client et l'hôtel. Mais pourquoi en fait Booking s'est créé? Parce que les hôtels avaient jamais fait d'efforts sur leur digitalisation, avaient des sites internet qui étaient un peu pourris, et du coup les gens n'avaient pas confiance de mettre leur carte bleue dans un site qui était pas top. Aujourd'hui en fait, on a vu énormément en fait, et on voit énormément d'acteurs essayer de créer des applications. On parlait de McDo. McDo a créé son application. Et pourtant, ça ne marche pas. J'ai discuté avec eux. C'est très compliqué parce que il n'y a pas beaucoup de trafic et que les gens vont vers la facilité. Surtout qu'aujourd'hui, Deliveroo et Uber Eats proposent du un acheté, un offert. Et donc, il y a aussi ce côté économique pour le client qui est intéressant, plus que pour le restaurateur. Mais en fait, aujourd'hui, je suis Jean sur le fait que la livraison, la logistique et l'opérationnel, c'est un vrai métier. Et en fait, quand tu allonges de la chaîne opérationnelle encore un peu plus entre la gestion du livreur jusqu'au post Instagram, la chaîne, elle est vraiment très très longue. Elle te coûte de l'énergie, du temps et de l'argent. Et ces plateformes de livraison permettent de raccourcir quand même cette chaîne parce que ils gèrent toute cette partie-là. Et donc je crois peu en fait. Et pourtant, il y a des acteurs qui vont se lancer. Il y a des gros acteurs des dark kitchen qui sont en train de monter leur application et qui vont vouloir sortir de ce modèle-là, mais pour moi, ça va être exactement comme les chaînes d'hôtels qui ont monté leurs applications, qui ont monté leur plateforme pour recréer un lien. Aujourd'hui, tu peux pas en fait, quand tu es un restaurant, une chaîne d'hôtel, tabasser autant en marketing que les plateformes de livraison qui ont beaucoup plus de moyens que toi, ou les agrégateurs comme Booking, etc. Alors la bonne nouvelle, si je peux me permettre, Edouard, c'est justement aujourd'hui, il existe des alternatives d'un point de vue logistique qui permettent de reproduire le schéma logistique que peut proposer Uber. Et c'est là où je trouve intéressant quand vous différenciez la partie process opérationnel, parce qu'effectivement, on ne pourra pas battre les plateformes comme Uber Eats et Deliveroo sur les budgets marketing et sur le fait que ça va apporter des clients. En revanche, une fois qu'on est en capacité d'avoir une autorité et de pouvoir transférer des clients, aujourd'hui, il y a plein de solutions. Testicloud en est une, mais il y en a d'autres qui permettent de gérer la chaîne logistique entière de la commande jusqu'à la livraison en passant par Stuart. Donc, pas besoin d'avoir sa propre flotte de livraison. Aujourd'hui, nous, on a intégré avec la flotte de livraison Stuart en passant par le paiement sans contact qui accepte aussi les titres restaurants, etc. Et ce, sans aucune commission. Donc finalement, c'est là où il y a un vrai intérêt à mélanger les modèles, à aller vers un modèle qui apporte des clients en masse, qui permet de se faire connaître, même s'il y a un coût qui est important au départ, et puis petit à petit, utiliser des solutions alternatives qui, certes, ont un coût avec un abonnement mensuel, mais qui permettent de gérer la livraison, la commande et le paiement avec peut-être 1% de commission qui est liée à la transaction du paiement. Vous voyez, donc ça, c'est déjà la chose de base qui existe dans le business classique en salle. Donc, à ce niveau-là, c'est important que les gens puissent connaître aussi ces possibilités qui sont sur le marché, qui sont peut-être moins efficaces, moins léchées que au départ Uber, évidemment, par rapport à la puissance que ça représente, mais qui sont finalement une alternative tout à fait viable. Ouais, tout à fait. De toute façon, l'idée aujourd'hui, c'est que c'est comme disait Jean, c'est de diversifier les canaux, aller sur du click and collect, essayer sûrement les solutions qui sortent maintenant, qui existent déjà, et qui vont sortir plus tard, de nouvelles plateformes, de nouveaux moyens d'être en direct avec son client, d'avoir plus de data, etc. Ça, et d'ailleurs, on voit que le click and collect est en train de monter fort par rapport au delivery. Donc c'est clair qu'il faut avoir plusieurs canaux, il faut faire du test and learn, il faut essayer d'avoir un maximum de relations en direct avec ton client, avoir un maximum, d'ailleurs on l'a vu avec Pongo et d'autres, avoir un maximum de data aussi sur les clients, parce que la data c'est le nerf de la guerre, et malheureusement il y a trop peu de business qui en ont, même des business qui existent depuis 20 ans, et quand tu commences avec eux et tu leur demandes où sont leurs data et il y en a pas. Donc je suis persuadé que oui, il faut diversifier les canaux et les moyens de commercialiser son offre, mais je reste persuadé que
on ne passera pas outre Deliveroo et Uber Eats pendant longtemps sur la delivery, comme l'hôtellerie avec Booking et pourtant ou avec Airbnb. Et pourtant, les gens sont en France chauvins et disent ouais, mais non, nous on va créer un Uber Eats, créer un Deliveroo, c'est pas si facile que ça. Et aujourd'hui, pour avoir un complément de revenus et améliorer, on va dire, ses marges, avoir des canaux de commercialisation en direct, click and collect ou autre plateforme de livraison, ça j'en suis persuadé. Mais clairement, les plateformes de livraison, Uber Eats, Deliveroo et autres qui vont débarquer en France, on pourra pas s'en passer parce que c'est eux qui détiennent une grosse partie des clients et ils continueront à grossir. Et voilà, mais oui, je suis d'accord qu'il faut proposer, et TestiCloud fait ça bien, des solutions alternatives pour pouvoir améliorer ses marges et pouvoir développer son business d'une façon plus maîtrisée. Tu parlais tout à l'heure, Edouard, de Big Fernand. Big Fernand, c'est l'exemple parfait peut-être de ça, non? Parce que Big Fernand, qui a créé une marque très tôt, une love brand même, food, et qui derrière aujourd'hui arrive à assurer sa livraison et sa vente à emporter en propre. C'est quand même un beau cas d'école, je trouve. Alors on n'est pas sur une dark kitchen bien sûr, c'est différent, mais preuve que voilà que c'est possible aussi. Mais t'en as plein d'ailleurs qui ont été un peu déçus par. Tu vois, t'as un mec comme Nina Sushi. Lui, par exemple, il est pas content que les plateformes soient arrivées parce que il était très fort en livraison et du coup, il s'est fait prendre une commission alors qu'il se débrouillait très bien sans. T'as Domino's Pizza qui se débrouille très bien sans les plateformes, qui avait déjà mis en place. T'as déjà des acteurs qui avaient mis en place des plateformes de livraison qui performaient très bien et ils étaient très contents. Mais comme tu avais des hôtels avant qui avaient des plateformes de booking et qui s'en sortaient bien. Aujourd'hui, en fait, les plateformes de livraison permettent. Donc oui, tu as des marques qui arrivent, mais c'est pas toutes les marques. T'as pas 20 Fernand, t'as pas 20 Nina Sushi, et en plus t'es sur des pizza, sushi, burger qui sont en gros le top 3 des produits en livraison. Donc tu as forcément des acteurs qui existaient déjà en avant et qui faisaient déjà beaucoup de livraison. Mais ouais, je pense clairement que dans tous les cas, on va avoir des outils de plus en plus qui vont permettre de quand même regagner un lien avec son client. Mais on aura toujours ce monopole des plateformes de livraison qui vont continuer à grossir. Alors, l'idée, c'est de se dire après, où est-ce que va le modèle économique? Est-ce que peut-être que à un moment donné, il va y avoir justement des solutions qui vont commencer à être en compétition avec des plateformes qui vont peut-être aussi prendre les décisions de baisser leur commission. À voir. Moi, j'y crois pas encore à court terme, mais à voir sur leur modèle parce que aussi, le truc, c'est que eux sont en perpétuelle acquisition depuis des années. Donc, ils ont des levées, ils ont des investisseurs, il y a Amazon, il y a tout ça. Donc, ils ont des politiques de rendement parce qu'ils ont des gros investisseurs derrière. Après, à voir si le modèle économique va peut-être se stabiliser. Est-ce que l'acquisition, une fois qu'elle va être un peu moins forte, est-ce qu'ils vont commencer à se dire, tiens, on va baisser les commissions? Je suis pas sûr aujourd'hui parce que, et c'est aussi de se dire jusqu'à quand en fait, la plateforme, ça reste une plateforme entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'en fait, même si la demande, elle est en train de grossir, si l'offre grossit plus que la demande, forcément, tu as une partie de l'offre qui va être en difficulté. Donc aujourd'hui, c'est aussi de se dire, il y a combien de places sur les plateformes de livraison? C'est une bonne question, parce que après 20% de croissance en 2020, plus de 500 cuisines virtuelles déjà en France, ça croît à une vitesse assez incroyable. Donc c'est une vraie question que tu poses là, Edouard, pour le coup. Et moi, après, sur les chiffres en interne, quand tu demandes aux plateformes, généralement, ils ont pas trop ils disent ouais, notre CRM, etc. Ils veulent pas être trop transparents là-dessus. Mais aujourd'hui, on se dit, voilà, il y a combien de clients actifs qui commandent toutes les semaines sur les plateformes par rapport au nombre de concepts qu'il y a. Est-ce que Jean, tu as des infos sur toi, les clients qui recommandent, qui commandent à plusieurs reprises dans tes établissements, par exemple? Est-ce que tu arrives à avoir ces infos-là? Ouais. Ouais, on a c'est ce qu'on appelle le taux de repeat. Taux de repeat, ouais. C'est un indicateur que les plateformes donnent et que nous on arrive à agréger aussi par rapport à notre analyse de data, parce que on n'a pas le nom des clients, mais on a un petit numéro en fait qui est
qui est lié à chaque client, qui est un peu unique. Et du coup, en fait, notre outil nous permet, sans briser toutes les problématiques RGPD et compagnie, de savoir si c'est quelqu'un qui a déjà commandé chez nous ou pas. Ouais. Et du coup, ça nous permet d'estimer notre taux de repeat. Et c'est forcément, le repeat, c'est un sujet hyper important en business, parce que on sait qu'un revenu récurrent vaut beaucoup plus d'argent qu'un revenu unique. Donc, notre taux de repeat, c'est quelque chose qu'on regarde assez fortement, parce que ça nous permet de savoir si les gens sont contents, s'ils vont revenir, si notre business croît ou si au contraire il stagne. Donc oui, c'est un élément qu'on a vu. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc, et après, je sais pas, peut-être qu'il va falloir avancer, parce que j'ai pas. Ouais, après on va avancer, mais vas-y, Jean, vas-y. Je pense que c'est important quand même de distinguer la dark kitchen, qui en fait a une proposition de valeur qui est celle de dire j'ai plusieurs restaurants dans un restaurant, du simple de la ghost kitchen, qui est en fait un point de vente sans place assise pour une marque précise. C'est-à-dire que quand on parle de Big Fernand, McDonald's a fait ça aussi au UK. En fait, ils investissent dans des points de vente qui ne livrent que leur marque, qui ne livrent que McDonald's ou qui ne livrent que Big Fernand. Alors que nous, avec notre concept, ce qu'on propose, c'est plusieurs typologies de marques. Et si tu vas plus loin, et c'est pour ça que je pense notamment quand Edouard parlait de l'application McDonald's qui marche pas très bien. Ouais. Le problème, c'est que des McDo, en vrai, t'en bouffes pas tous les jours. Ou alors, c'est que tu vas avoir assez vite un problème de santé. En revanche, nous, la proposition de valeur qu'on a, c'est de dire que dans quelques années, en vrai, si tu veux complètement externaliser la problématique food de ta vie et ne plus avoir à faire la cuisine, eh ben, tu pourras t'abonner chez Devor, enfin chez Dark Kitchen, pour ensuite, chaque jour avoir un plat différent. Un jour un burger, puis une salade, puis une soupe, puis un truc, sauf que t'as plus jamais à t'occuper de la bouffe. Un peu l'abonnement season, comme on peut voir là récemment. Season. Sauf que l'abonnement season, il faut prévoir une semaine à l'avance. Moi, je crois, tu vois, genre, quand tu vas au restaurant, tu sais pas encore avant de regarder la carte ce dont tu as envie, mais quand tu vois la carte, tu dis, c'est ça, donc c'est ça que je veux. Et donc, moi, je crois à l'instantanéité de l'envie quand on parle de nourriture. Donc, il faut bien comprendre que c'est ça, nous, ce qu'on défend, et qu'à terme, on a envie de dire, pourquoi pas avoir une offre tellement large et tellement qualitative qu'en fait, toi, tu vas avoir une habitude de consommation Dark Kitchen qui va être de dire, je me connecte, aujourd'hui, vas-y, j'ai envie de ça, j'ai envie de pâtes, et tu commandes. Et à la limite, pourquoi pas, c'est gratuit parce qu'en fait, tu payes un abonnement annuel. Voilà, c'est une logique à extrêmement long terme, mais je pense qu'il est important de bien distinguer le canal de distribution Ghost qu'utilisent certaines marques qui sont très spécialisées sur un segment, de la Dark Kitchen qui en fait est une proposition de valeur différente, qui est celle de dire, en fait, nous, on devient des cuisines mutualisées pour les citadins. Avec une offre qui est pléthorique pour le coup, voilà. De manière à avoir l'embarras du choix, quoi. Ouais. Ok. Avant de passer sur les projections, du coup, t'en as un peu parlé, Jean, mais on va y aller. Il y avait 2-3 questions, donc je propose qu'on passe dessus. Une pour toi, Jean. Alexandra qui demandait est-ce qu'on pouvait rappeler ce qui était évalué ou pris en compte pour mesurer la performance opérationnelle afin d'améliorer le référencement quand tu parlais de Uber Eats ou Deliveroo tout à l'heure. Je sais pas. En vrai, ce ne sont que des propositions. Hein. C'est bien logique, en fait. C'est que moi, je pars du principe que la plateforme, son intérêt, c'est quoi? Son intérêt, c'est de gagner de l'argent. Déjà. En tout cas, d'essayer. Et c'est de faire en sorte que le client soit content. Donc, du coup, ce qu'elle va privilégier, c'est les restaurants qui sont très rapides dans l'exécution. Parce que pour eux, il est plus intéressant qu'une commande soit livrée en moins de 20 minutes qu'une commande soit livrée en 1 heure. Elle va privilégier les restaurants qui tiennent leurs engagements, c'est-à-dire que s'ils disent je fais produit en 5 minutes, je produis en 5 minutes et pas en 1 heure, parce qu'en fait, eux, ils vont envoyer à un livreur et après le livreur, il va attendre devant la kitchen et là, ça leur coûte du fric parce qu'en fait, le mec n'est pas productif. Et elle va privilégier les gens qui, au final, ont une expérience client qui est bonne parce que il faut bien voir que l'image de marque d'Uber Eats et leur satisfaction client est très étroitement liée avec la nôtre. Parce que quand tu vas commander sur Uber Eats un burger chez Saint Burger, qui est notre marque de burger, si le burger est dégueulasse, ça va à la fois être mauvais pour toi et mauvais pour Uber Eats, d'une certaine façon. Donc, moi, je pense que c'est ces critères-là qui comptent. C'est la rapidité, la capacité à exécuter vite, le fait que le client soit livré en moins de 20 minutes et que le client soit content. Voilà. C'est des critères assez évasifs, mais
Mais en gros, c'est de la capacité opérationnelle. C'est est-ce que je suis capable de faire de la bonne bouffe livrée rapidement et chaude. Ok. Écoutez, messieurs, on va passer sur les projections. Alors, c'est des choses dont on parle déjà là depuis quelques minutes, mais on va revenir dessus. Quel futur pour les dark kitchen? Et d'ailleurs, il y a une question qui est tombée, hein, évidemment, sur est-ce qu'on n'est pas sur un effet de mode? Bon, je pense que cette question, on peut y répondre tout de suite. Je pense qu'au vu de tout ce qui se passe en ce moment et aussi l'essor du digital depuis ces 6 derniers mois et évidemment cette propension d'acheter en ligne, que ce soit pour la restauration, mais pas que d'ailleurs, hein, parce que tu parlais tout à l'heure, Jean, des NVB, donc ce sont les marques digitales natives, donc qui n'existent que en ligne. C'est pas nouveau, les chiffres évoluent chaque année. Et sur la restauration de plus en plus en 2020. La première question que je voudrais d'ailleurs poser, on va peut-être commencer par là. Jean, quel a été l'effet, toi, du Covid sur les dark kitchen? Et ça peut peut-être nous ouvrir aussi la porte sur un peu les projections à venir. Est-ce que tu as senti, donc, depuis l'arrivée de cette crise, un changement dans les usages et une évolution peut-être? Alors, je pense que le sentir, c'est un euphémisme. Parce que... Ouais. Parce que pour être tout à fait honnête, le confinement, donc c'était le 15 mars, on a fait x2 en commande en 2 jours. Le premier samedi donc le 15 mars, c'était un samedi. Le samedi suivant, qui était en fait le premier week-end de confinement, on a fait quelque chose comme 2500 ou 3000 couverts, quand d'habitude on en faisait 6 ou 800, quoi. Ouais. Nous, on a eu de la chance, c'est que comme on avait des restaurants qui étaient fermés, on a du staff des restaurants, au lieu de les mettre au chômage partiel, on leur a dit, est-ce que ça vous dit d'aller nous aider dans les dark kitchen? Et donc, ils y sont allés, on a eu du renfort, sinon on aurait été incapable de faire face à la demande. Donc, en fait, on a eu une explosion de la demande, parce qu'en plus, la quasi-totalité des restaurants ont fermé, y compris ceux qui faisaient de la livraison. Il y a que ceux qui avaient une chaîne de production et d'approvisionnement assez robuste comme nous, qui sont restés ouverts au tout début du premier confinement. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ça a fait exploser les commandes. Après, ça s'est évidemment un petit peu calmé parce que d'autres restaurants ont commencé à rouvrir, parce que les gens ont recommencé à prendre des habitudes, ils ont recommencé à cuisiner. Enfin, genre, c'était un tas de choses. Mais ce qu'on remarque, c'est que ça a été quand même un catalyseur. Parce que même si aujourd'hui, comme le disait Geoffrey tout à l'heure, il y a énormément de mecs qui sont mis sur la livraison. Tous les mecs, il y a 8 mois, te disaient, mais la livraison, moi, jamais. Ils sont tous en train maintenant de t'expliquer qu'il faut faire la livraison. Ils font du click and collect et compagnie. Donc, t'as plein de mecs, t'as la quasi-totalité des restaurants de Paris qui sont ouverts en click and collect. Donc, l'offre est pléthorique. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a une telle évangélisation de marché. Il y a tellement de gens qui ont découvert le delivery grâce au confinement qu'en fait, la demande a vachement augmenté et du coup, on a quand même des chiffres qui sont vachement supérieurs à ce qu'on faisait en janvier-février. Genre, sensiblement, c'est du 50-60% de plus. Malgré le fait qu'il y ait aussi peut-être 100% de restaurants en plus disponibles en livraison en click and collect sur le marché. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a encore énormément de potentiel de marché et que le Covid a permis à beaucoup de gens de commencer à arriver sur les plateformes, que c'est pas encore fini et que du coup, la profondeur est énorme et qu'on peut encore aller chercher beaucoup de locations, beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de clients. Ouais. Et d'ailleurs, même question pour toi, Geoffrey, sur la partie donc plus click and collect, mais bon, on est dans le sujet. Est-ce que tu as senti aussi l'impact du Covid sur le business des restaurants? Alors avant tout, déjà, ce qui est hyper important à comprendre quand on parle d'effet de mode ou autre, le raccourci peut être beaucoup trop rapide parce que quand on parle de dark kitchen ou de click and collect, finalement, quand on se positionne d'un point de vue consommateur, que le restaurant il existe ou qu'il n'existe pas, c'est le comportement, l'acte d'achat qui est réalisé en ligne, indépendamment du présentiel ou pas. Et ça fait déjà bien des années qu'il y a une explosion progressive et exponentielle de ce marché de la livraison. Donc, il n'y a pas du tout un effet de mode. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est élargi aux personnes qui étaient présentes dans les offres. Essentiellement, au départ, sur du fast casual, de la restauration rapide. Effectivement, l'année 2020, et notamment liée à la crise du Covid-19, a fait élargir cette profondeur de marché à beaucoup de restaurants traditionnels qui, comme le disait Jean, n'imaginaient pas une seconde proposer une offre de vente à emporter ou de livraison quelques semaines avant. Et il faut dire aussi que ça n'a pas été simple pour tous ces restaurants traditionnels qui n'ont connu toujours que le business model en salle et qui ont dû s'adapter très vite,
mais ils l'ont fait. Et encore plus pour tous les restaurants qui étaient situés en région et qui n'avaient pas forcément, comme les nouveaux concepts, ce côté e-digital déjà très ancré. Et une chose importante, il faut quand même se dire que tous ces mecs qui font du click and collect et de la livraison aujourd'hui parce qu'ils peuvent pas faire autre chose, moi, il y en a beaucoup, je pense, qui vont arrêter après le confinement. Hein. Alors c'est évident et nous on a vécu cette expérience-là puisqu'on s'est positionné en tant qu'acteur solidaire durant le premier confinement. On a offert la livraison à plus de 300 restaurants qui étaient dans le besoin à ce moment-là et ça leur a permis de générer 500 000 euros de chiffre d'affaires durant ces 8 semaines de confinement. Évidemment, quand les restaurants se sont réouverts, ça a fondu comme neige au soleil et on a compris évidemment que c'était logique, ils avaient besoin de faire du chiffre. En revanche, dès le milieu de l'été, on a remarqué les restaurateurs reprendre petit à petit la vente à emporter parce qu'ils sentaient que finalement on avait un contexte qui évoluait et ils avaient besoin d'avoir un backup, un complément de chiffre d'affaires qui est certes loin du chiffre d'affaires généré en salle mais qui finalement permet de payer des factures. Et c'est en ce sens que finalement, et d'ailleurs les chiffres en Europe montrent que la tendance n'est pas est une tendance de fond et non pas justement de l'opportunisme. Il y a eu plus de 36% des actes d'achat partout en Europe depuis le premier confinement. Et aujourd'hui, les restaurateurs sont en train de s'organiser pour avoir une vente à emporter qui soit pérenne à long terme, qui soit pas le centre de leur business model, mais qui permet justement d'avoir un complément de chiffre d'affaires et ce en toute simplicité. C'est-à-dire que ce soit intégré directement à leur caisse, qu'ils puissent avoir des paiements dématérialisés. Mais tous ces éléments-là montrent que effectivement, c'est pas juste on le tente une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que finalement, un restaurateur qui ne s'implique pas dans cet outil-là n'aura pas de résultat. Et c'est là où Uber Eats et Deliveroo sont très forts, c'est que l'attraction, le fait d'apporter des clients, si un professionnel n'est pas engagé dedans, ça tombera pas par magie. Et c'est là qu'on va différencier ceux qui vont travailler sur le long terme pour avoir une nouvelle source, un nouveau canal de chiffre d'affaires, parce qu'il faut le dire, quand bien même les restaurants réouvriront en 2021, ça sera avec quelles restrictions en termes de distanciation sociale, donc du chiffre d'affaires en moins. Et forcément, quelque part, il faut le rattraper et donc trouver des nouveaux canaux de génération de chiffre d'affaires. Donc 2021 va être encore une croissance continue de ce qu'on a connu sur cette année, où on va avoir beaucoup d'établissements présents sur les plateformes, et ce sera ceux qui seront les plus engagés dans la communication qui finalement trouveront leur place. Et c'est sûr que ceux qui le feront par opportunisme finalement n'y trouveront pas vraiment d'intérêt. Ok, merci messieurs. On va passer sur la dernière partie. J'avais juste une question, je pense, pour Jean sur la partie emballage. Alors je vais essayer de la retrouver parce qu'elle était intéressante. Je pense que c'est bien que tu donnes un mot là-dessus. Comment gérer le packaging? Alors je la retrouve plus. Est-ce qu'elle est là? C'était au sujet du packaging. Comment gérer le packaging? La personne disait qu'elle avait... Ah voilà. Quels sont les contenants emballage à prioriser? Aujourd'hui, les plateformes ne prennent pas en compte le système de verre consigne. Ça, c'est vrai, c'est assez intéressant. Le carton plastifié, c'est quand même moyen. Les produits se ramollissent. Que conseillez-vous, quoi? Est-ce que tu as une réponse à apporter, Jean, là-dessus? Le packaging, c'est vraiment un sujet pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça coûte quand même très cher. C'est une part substantielle du chiffre d'affaires. Ensuite, parce qu'il y a un vrai enjeu développement durable et qu'on ne peut pas se permettre de faire de proposer, de se dire que demain tout le monde va se faire livrer dans du plastique alors qu'il y a les océans qui sont en train de crever. Et enfin parce qu'en fait on n'a pas encore la technologie. Je pense que c'est un vrai problème. Quand tu utilises aujourd'hui des plastiques recyclables, par exemple, ça retient beaucoup moins bien la chaleur que du plastique classique. Donc, et en plus, ça coûte plus cher. Et que le client final, même si il est sur les réseaux sociaux très très actif en expliquant que c'est bien de recycler et qu'il faut faire attention aux produits au plastique qui sont pas recyclables. En revanche, si tu lui dis OK, est-ce que tu es prêt à payer 1 euro de plus pour avoir un produit recyclable, il va te dire non. Donc, c'est un peu la problématique du moment, et je pense que c'est quelque chose qui doit évoluer dans le temps, parce qu'il va y avoir de la recherche et développement qui va être faite sur le sujet. Aujourd'hui, on n'a pas de produits qui sont particulièrement efficients, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois protègent bien la chaleur des produits sans forcément créer l'humidité qui les détrempe sur la longueur, et qui sont en plus recyclables et qui sont en plus pas très chers. Mais c'est comme toutes les technologies,
ça va évoluer dans le temps en fonction de la recherche et développement et des investissements qui vont être faits sur le sujet. On aura, je pense, d'ici 3 à 5 ans, quelque chose de particulièrement efficace. Et nous, c'est des choses auxquelles on s'intéresse. Aujourd'hui, franchement, je vous mentirais si je vous disais que j'ai la solution miracle sur le sujet. Nous, on essaye de dissocier le froid du chaud dans nos sacs pour pas qu'il y ait un transfert de température entre les deux. On essaye d'avoir des sacs assez épais. On essaye de dire aux livreurs aussi qui, parfois, par flemme, ferment pas les sacs isothermes et donc te transportent le truc sans interruption. Ça arrive malheureusement très souvent. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parfait, mais ça peut l'être dans quelques années. Ok, merci Jean. Bah, écoutez, messieurs, on va essayer de finaliser parce en fait, on a déjà dépassé, il est 12h16. Un petit mot de la fin sur le futur des Dark Kitchen, on en a déjà parlé, hein. Moi, j'ai vu récemment encore un restaurant qui s'appelle Foodie à Toulouse. Du coup, je partage ça ici, qui a ouvert un concept de Dark Kitchen, avec sept marques de restauration, donc un peu à l'instar de ce que tu peux faire, Jean, au sein d'une même cuisine, avec pignon sur rue pour le coup. Et donc possibilité de livrer, de donner à emporter, de faire un click and collect aussi. Qu'est-ce selon vous là, comme ça, quand on pense à 2021, quelles vont être les clés pour améliorer ce business des dark kitchen? Qu'est-ce qu'on va voir venir éventuellement, et à quoi il va falloir faire attention si jamais on veut se lancer aussi dedans, parce qu'on a dit beaucoup de choses, et pour synthétiser un peu, je laisse l'honneur à qui veut. Edouard, peut-être, toi qui es spécialiste de la communication, je pense que c'est un axe principal pour. Ouais, carrément. Je pense que, alors, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience sur de la part des dark kitchen et je vois énormément de gens qui m'appellent, qui se lancent sans avoir fait de la resto. Les dark kitchen, c'est un autre modèle de la restauration classique, mais c'est un modèle de la restauration classique qui est encore plus poussé. Donc, je vois énormément de gens aujourd'hui se dire, tiens, je vais ouvrir des dark kitchen, puisqu'ils ont vu une émission sur Capital. Et ça fait un petit peu peur quand même, parce que je pense que la dark kitchen est un modèle opérationnel qui reste quand même assez compliqué, sur lequel il faut être vraiment très bon. Il faut être vraiment très bon sur le packaging, sur les ratios, sur avoir plusieurs marques pour pouvoir améliorer justement ces ratios et utiliser les mêmes matières premières sur différentes marques. Et en fait, il faut être bon en opérationnel. Donc, c'est un modèle de restauration qui est encore plus poussé. Et je pense qui fait croire un peu un Eldorado, alors que c'est loin d'en être un. Et donc, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet sur le digital et sur l'investissement qu'ont les gens sur le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une marque de dark qui fait, je sais pas, entre 50, 100 000 ou 150 000 euros par mois, ça dépend des acteurs, en fait, on peut pas changer radicalement en investissant 0,5% du montant en digital. On peut pas voir une grosse différence parce que c'est pas les mêmes échelles, en fait. Et je pense que au-delà, il y a un vrai investissement, il y a une vraie réflexion sur la rentabilité, sur la difficulté de monter une dark kitchen, même si ça donne en fait accès à plus de monde qu'avant parce que c'est moins cher. Donc forcément, on va avoir des gens qui sont plus débutants et qui vont. En plus, la restauration, c'est beaucoup un métier de comment dire, des changements de vie. Il y a beaucoup de gens qui changent de vie, qui ouvrent un restaurant. Donc c'est un métier de passion. Et en fait, la dark kitchen, ça permet à plus de gens d'ouvrir une dark kitchen. Et en fait, il y a énormément de gens en ce moment qui se disent, tiens, faut qu'on y aille, c'est l'Eldorado. Et je pense que c'est important des acteurs comme nous, justement, de vraiment être pédagogues et de montrer la réalité d'une dark kitchen, la difficulté d'une dark kitchen sur le point de vue opérationnel, sur les vrais ratios, etc. Et également de dire que aujourd'hui, si on veut se lancer, on peut pas non plus se lancer avec très peu de moyens. C'est-à-dire qu'il faut quand même des moyens pour faire la communication, pour investir sur le digital, pour pouvoir pendant 3 ou 6 mois ne pas faire d'argent, juste pour pouvoir faire des offertes, remonter du coup sur les plateformes. Enfin, aujourd'hui, c'est une niche qui a été créée, il y a déjà longtemps, mais qui a été accélérée à cause de la crise sanitaire. Aux États-Unis, ils disent qu'ils ont pris la croissance qui devait prendre 5 ans en 3 mois. Donc la delivery, ça va continuer à pousser, c'est sûr. En plus, on a habitué les gens à manger depuis leur canapé et leur lit. Et moi, je crois beaucoup au fait d'habituer à des gens et de pas pouvoir avoir un retour en arrière. Donc la delivery va continuer à pousser à fond.
mais je mets quand même en garde les gens qui arrivent et qui m'appellent tous les jours au téléphone en me disant bah tiens je veux monter 5 marques. 5 marques déjà c'est beaucoup et qu'on leur demande ils n'ont pas monté de restaurant avant. Et donc du coup oui il faut monter plusieurs marques pour pouvoir améliorer ses ratios et pour pouvoir démultiplier son chiffre d'affaires. Mais pour faire pousser 5 marques d'un coup c'est pas facile. Et donc je mets quand même en garde les personnes, alors je dis toujours aux gens d'entreprendre parce que je suis le premier à entreprendre, mais de se renseigner avant, de discuter avec des gens qui font déjà des dark kitchen, de participer à ce genre de webinar pour écouter les experts de la dark kitchen, des gens qui sont là comme Jean depuis très longtemps, pour comprendre avant de se lancer. Parce que j'ai un petit peu peur de tous les gens qui se lancent dans les dark en ce moment et qui se disent que ça y est, c'est l'Eldorado. Et ça reste de la restauration. La restauration, c'est un métier qui est très compliqué. Et en plus, là, on dépend aussi d'algorithmes qui vont en gros décider de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que un soir, ça peut arriver qu'on remonte pas sur Uber Eats et qu'on fasse ou sur Deliveroo et qu'on fasse très peu de chiffre d'affaires. Et ça, apparemment, on l'a pas maîtrisé, on l'a pas forcément maîtrisé. Donc, je pense que les mecs de Toulouse là, ils ont aussi peut-être trouvé un moyen de diminuer cette dépendance, d'avoir justement ce côté click and collect. Mais bon, ça rappelle un peu McDo dans ses débuts où t'arrivais, ça reste du fast-food. Donc c'est pas non plus un modèle qui est révolutionnaire. C'est-à-dire que on parle des dark kitchen comme un modèle révolutionnaire, mais ça reste quand tu ouvres un pignon sur rue, ça reste du fast-food ou du fast-good comme on dit. Donc moi voilà, je pense juste que aujourd'hui, il faut quand même se renseigner avant de se lancer. Il faut quand même poser le pour et le contre. En plus, on voit quand même aujourd'hui des fonds de commerce qui sont que en location, qui vont coûter aussi peu cher par rapport à une cuisine. Aujourd'hui, tu trouves des fonds de commerce dans Paris qui sont au même tarif qu'une cuisine, et tu te dis bah pourquoi pas autant avoir de place assise. Donc le dark kitchen, il est en train de se trouver son modèle, ça accélère, la delivery, les gens sont habitués à ça, ça va faire que pousser. Et clairement, c'est pas un effet de mode, c'est juste ça va continuer. Je préviens juste aux gens et aux acteurs qui veulent se lancer de bien se renseigner avant, de pas se lancer la tête baissée, parce que c'est pas si facile que ça. Et voilà. Donc je mets simplement en garde à les gens, pas de dire de pas entreprendre, mais de se renseigner avant de se lancer, parce que c'est pas un Eldorado. Ça reste de la restauration, c'est dur. On maîtrise pas tous les actes, tous les canaux de commercialisation, pas encore, mais il y a des nouveaux outils qui arrivent. Et voilà. Mais c'est un super modèle et je pense que c'est un modèle qui va continuer de pousser et les technologies vont faire que sur le packaging, sur la commercialisation, sur la data, tout ça va s'améliorer et j'en suis persuadé. Merci beaucoup, Edouard, pour ce feedback. Jean, les projets pour 2021 de ton côté, comme ça on finalise sur ça. Alors, pour synthétiser ce que dit Edouard, et je suis d'accord sur le principe, moi je pense que le delivery, c'est une tendance de fond et que c'est clairement pas un effet de mode. Et je crois fondamentalement au fait que de moins en moins, les gens vont produire eux-mêmes les produits finis sur la nourriture. Moi, je prends toujours cet exemple qui est celui de la fabrication de vêtements. Au début du XXe siècle, en Europe et ailleurs, quand on avait besoin de vêtements, on fabriquait ces vêtements. On cousait. Aujourd'hui, quand on a besoin de vêtements, je vous engage à aller dire à un copain, faut que je rentre chez moi parce qu'il faut que je me fabrique une chemise pour demain. Ils vont prendre pour un taré. La couture, c'est devenu à la limite un hobby. Mais aujourd'hui, il y a des mecs qui font beaucoup mieux que vous la fabrication de vêtements et ça vous coûte moins cher en temps, voire même en argent. Et je pense que potentiellement, le fait de se nourrir va suivre la même tendance. C'est qu'il y a des process qui vont permettre d'externaliser cette problématique de notre vie et que la cuisine pourrait devenir un hobby. Okay. Ça, c'est ce que je pense. Je pense par contre que c'est quelque chose qui est extrêmement long terme et qui est extrêmement complexe. Plus que dans toute autre industrie, parce qu'on parle d'un produit qui est intimement lié à notre existence, c'est la nourriture. Donc, ça va prendre beaucoup de temps et il va falloir créer vraiment de la confiance. Et je pense que c'est un chemin semé d'embûches. C'est pour ça que nous, on a une croissance progressive, par briques, où on se dit, on s'attaque à chaque sujet les uns après les autres pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc nous, sur 2021, notre ambition, c'est de continuer à développer notre réseau. On est très content
Et c'est un restaurateur traditionnel qui vous le dit, parce que à côté de ça, on a perdu beaucoup. Hein. On est content que le Covid, d'une certaine façon, ait accéléré cette compréhension, et on est content qu'au final, des gens qui encore il y a un an nous disaient vous êtes fous, nous disent aujourd'hui vous êtes visionnaires. Et c'est déjà une grosse étape de passé. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à capitaliser là-dessus, faire comprendre aux gens que le food delivery n'est pas un espèce de monstre qui va bouffer la restauration et qu'on est au service des Américains sur les plateformes. On est juste en train de mettre en place un nouveau type de service qui va révolutionner la façon de consommer de la nourriture. Donc, en 2021, c'est trop court pour dire, mais l'objectif, c'est de dire qu'en 2025, eh ben, on aura une marque forte avec une capacité pour vous de commander chez nous des produits qui sont bons, qui sont sains, sans répétition et qui vous permettent de gagner du temps et de faire du sport ou passer du temps avec vos amis plutôt que de passer à la cuisine et à faire des cours. Merci Jean, hyper intéressant. Bon, j'espère qu'on va quand même continuer à cuisiner et qu'on sera toujours sur une bonne côte de bœuf, mais bon, ça j'ai pas trop de doute là-dessus. Geoffrey, un petit mot pour la fin et puis on finit là-dessus parce que on a plus que débordé les gars là. Ouais, je vais être concis et les conclusions d'Edouard et de Jean sont tout à fait pertinentes et c'est un très bon mot de fin. Ce qui est sûr, c'est que je pense que les gens comme vous et moi ont aussi changé la manière de consommer le restaurant. Certes, on voudra toujours aller partager un moment convivial avec ses amis au restaurant, c'est une évidence. En revanche, j'ai pas peur de dire aussi qu'autour de moi, je vois beaucoup de gens qui ne savent pas cuisiner, qui ne cuisinent pas et que finalement, cette transition avec les précédentes générations ne s'est pas forcément faite à tous les niveaux et que forcément, les gens ont quand même besoin de se nourrir et qui peuvent pas aller tous les jours au restaurant. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont très contents de pouvoir se livrer une offre aujourd'hui food qui est très élargie. Donc la manière de consommer le restaurant d'un point de vue consommateur, elle a évolué et ça a été énormément accéléré en 2020. D'autant plus que les restaurants traditionnels ont pour beaucoup passé le cap en proposant de la vente à emporter. Maintenant qu'on soit un restaurant traditionnel, un restaurant de fast casual ou une dark kitchen, ce qui est évident, c'est qu'il y a un marché qui est présent et que dans l'idée, il faut savoir concilier des agrégateurs qui existent, qui sont efficaces, qui apportent des clients et des outils indépendants qui ont aussi la possibilité de reprendre en main sur sa base de données clients, sur ses marges. Et la conciliation des deux, je pense, est le futur de la dark kitchen ou du restaurant indépendant. Et c'est en ce sens que nous, notre mission chez TestiCloud, c'est d'accompagner les restaurants qui sont en survie cette année dans cette transition. Merci Geoffrey, merci Jean et merci Edouard, c'était super. Merci à tous d'être restés parce que là, je vois que vous êtes encore nombreux connectés, donc preuve en est que ça a plu. Donc merci beaucoup. Bon, pour ceux qui voudraient continuer à échanger avec nous, on va se connecter sur le salon Dark Kitchen. Malheureusement, moi, je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous. Voilà. Mais Jean, tu filmes. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer des questions sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Jean Valfort, je réponds à tous les messages. Voilà, et je peux pas être avec vous dans le lounge, mais c'était un plaisir d'échanger. À bientôt. Merci. Merci à tous. Salut Edouard, et puis je passerai les messages si besoin, Edouard ou Jean, s'il y a des besoins ou quoi. Ok. Merci les gars, bye bye. Ciao, merci à tous, très bonne journée. Ciao. Bonne journée.